canadien de la désuétude constitutionnelle. Et pour cet atelier, il y a Patrick Taillon, qui est un professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Il enseigne le droit constitutionnel, le droit administratif, et il est membre de l'Association québécoise du droit constitutionnel. Il a publié en 2012 dans la collection Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle des éditions Dalloz, son premier ouvrage qui a pour objet les effets juridiques des décisions majoritaires prises lors d'un référendum. Outre la démocratie référendaire, les intérêts de recherche de ce professeur portent sur les rapports entre la primauté du droit et les théories de la démocratie, sur les modes d'exercice du pouvoir constituant et sur le renouvellement de l'évolution du fédéralisme canadien. Il a eu différents prix pour sa thèse, que je ne mentionnerai pas parce qu'on m'a dit d'aller rapido. Oui. Et l'autre conférencier, c'est David Robitaille, qui est aussi professeur à la section droit civil de l'Université d'Ottawa depuis 2007. Il enseigne le droit constitutionnel, les droits et libertés et le droit municipal. Ses publications portent sur l'applicabilité des lois provinciales et des règlements municipaux aux entreprises et domaines de compétences fédérales, notamment les normes environnementales québécoises, la Charte de la langue française et la Charte des droits et libertés de la personne. Il siège au Conseil du Centre québécois du droit de l'environnement depuis 2014. Et il y a beaucoup d'autres occupations que je ne mentionnerai pas. Alors, et M. Ghislain Otis, un des organisateurs de ce colloque, il est membre du barreau du Québec, il détient un PhD de l'Université de Cambridge, il est professeur à la section droit civil de l'Université d'Ottawa, il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones. Ce professeur dirige un grand partenariat international de recherche sur la gestion du pluralisme juridique en contexte autochtone. Il a publié, évidemment, beaucoup d'ouvrages, et en particulier un ouvrage qui s'intitule « Gouvernance autochtone et fédéralisme » en français et en anglais, aux presses de l'Université Laval en 2013. Il a aussi publié « L'adoption coutumière autochtone, les défis du pluralisme juridique » de l'Université Laval en 2013. Et « Le juge et le dialogue des cultures juridiques » chez Cartala, Paris, en 2013, puis « Méthodologie du pluralisme juridique » chez Cartala, Paris, en 2012, et « Culture juridique au pluriel et gouvernance dans l'espace francophone » les éditions Archives contemporaines à Paris en 2010. Sans plus tarder, je vais donner la parole aux conférenciers parce que d'abord, les sujets sont extrêmement intéressants. Ils n'ont pas été traités cet avant-midi. Et on est un petit peu coincé, me dit-on, dans le temps. Donc, je cède la parole à M. Patrick Taillon. Merci. Merci à Ghislain Otis et à Marc Chevrier pour l'organisation de ce colloque. Aujourd'hui, moi, je voudrais poser un regard critique sur la loi constitutionnelle de 1867, c'est-à-dire sur le texte, là, sur le texte même, non pas à partir d'un point de vue qui serait celui d'une nation minoritaire, que ce soit le Québec ou les Autochtones, quoique ça risque de transparaître par moment, mais je voudrais tout simplement adopter le point de vue de l'étudiant, de l'enseignant, du chercheur, peut-être le chercheur étranger qui... peut-être l'extraterrestre dont parlait ce matin Marc ou François, je ne me souviens plus. C'est un peu la perspective que je voudrais adopter. Le citoyen de bonne foi qui veut comprendre les institutions de son pays et qui ouvre le texte de la Constitution de 1867. Pour démontrer quoi? Une thèse fort simple. Que le texte, ça ne veut pas dire que le Canada n'est pas un formidable pays, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais le texte de sa Constitution, particulièrement le texte de 1867, c'est un texte qui est mal fait, c'est un texte qui est mal foutu, et c'est un texte qui a mal vieilli.
ça n'empêche pas que on peut ensuite porter un jugement différent sur l'expérience, le vécu canadien, ça c'est autre chose, c'est pas mon propos aujourd'hui. Moi, je veux m'intéresser au texte. Donc, je veux montrer que ce texte est incomplet, désuet, et que cela a des conséquences. Des conséquences, d'une part, ça affecte l'intelligibilité, la cohérence, l'accessibilité du texte, notre capacité la capacité de ce texte à définir une citoyenneté ou à se voir comme des sujets de Sa Majesté, je ne sais trop. Bon, c'est pas un problème si fondamental, mais c'est un problème quand même important. Mais plus fondamental encore, dans certaines situations précises, cette désuétude du texte peut être à l'origine ou peut contribuer à alimenter des crises, des tensions institutionnelles importantes. Donc, je vais procéder en deux temps. D'abord, je vais décrire sommairement l'ampleur de ce phénomène. Et par la même occasion, je vais essayer de distinguer différentes formes de désuétude. Qu'est-ce qu'on entend par désuétude? Ça peut prendre différentes formes. Certaines sont relativement banales, d'autres sont beaucoup plus graves. Pour ensuite, dans un deuxième temps, réfléchir avec vous aux conséquences de ce phénomène. Mais avant, un premier malentendu, la Constitution de 1867 n'est pas une constitution. Je pense que c'est peut-être le point de départ à adopter. C'est pas une constitution au sens où on l'entend depuis les révolutions françaises et américaines. C'est pas une codification des fondements de l'État. C'est tout simplement un statut élaboré par un Parlement qui cherche à organiser une réforme, je dirais presque une réforme ponctuelle, même si elle est majeure. Mais ça reste une réforme qui s'inscrit dans une trame que François nous a bien décrit ce matin, en continuité avec d'autres textes qui continuent. On ne fait pas de table rase du passé, on continue. Ces sources vont continuer à s'appliquer. C'est confirmé par le préambule, c'est confirmé par l'article 129. Donc, pas de codification des fondements juridiques de l'État, pas un mot sur les fonctions hyper névralgiques du premier ministre. Les plus jeunes auront peut-être le plaisir à appliquer la fonction CTRL-F, la fonction recherchée, avec les mots premier ministre, et ne le trouveront pas. Et c'est l'inconnu du texte de la Constitution, tant en 1867 qu'en 1982. C'est une fonction qui n'apparaît pas. On est en 1867, on crée une fédération. Quel en sera le juge de dernière instance? Le pouvoir judiciaire va être dominé par quelle juridiction? Pas un mot. Le comité judiciaire du conseil privé est le tribunal de dernière instance, mais en vertu d'autres lois qui existent depuis le 19e siècle. Donc, il y a des vides, il y a des silences dans le texte, et sans parler de toutes les relations entre le gouvernement, les assemblées, entre la couronne et le gouvernement, entre les différentes assemblées elles-mêmes, s'il y a des conflits entre la Chambre des communes et le Sénat. Toutes ces questions, même les pouvoirs du GG sont envoyés dans des lettres patentes. Donc, il y a des pans entiers de nos institutions qui ne sont pas régis par les textes. Et surtout, rien sur les aspects démotiques, c'est-à-dire, elle est pour qui cette Constitution? Des sujets anglais perdus en Amérique, pour un peuple, une nouvelle nation qui, comme le disait Benoît Pelletier hier, aurait vocation à broyer toutes les communautés ou les nations qui composent cette nouvelle nation canadienne, ou pour un pacte entre des peuples fondateurs qui conclut une union fédérale. Bref, il n'y a pas dans la Constitution du Canada un we the people, ni d'affirmation permettant d'identifier ou de nommer les auteurs et les destinataires de ce texte. Même le fait que le Royaume-Uni conserve le pouvoir constituant, conserve le monopole de modifier les normes rigides, c'est pas écrit dans le texte. Ça figure nulle part. Ça découle tout simplement de la loi de 1865 sur la validité des lois coloniales, ça découle de la souveraineté du Parlement britannique, d'une logique de parallélisme des formes. Le Parlement britannique adopte quelque chose, donc il aura le pouvoir de le modifier, mais nulle part dans le texte on va affirmer cela. Donc on est devant une loi ponctuelle qui introduit des changements très importants, mais pas de codification, pas de refondation ou de fondation. Ce sont des réformes majeures. Hein. On prend le Canada uni et on va le scinder en deux. On opère une sécession à l'intérieur du Canada uni pour immédiatement opérer une union fédérale
à même les deux composantes de cette union, de cette défunte union, auquel on ajoute aussi d'autres colonies. Donc, on a ce changement important et on a aussi quelques compromis ou arrangements spéciaux sur la langue, sur la religion, l'article 133, l'article 93. Mais grosso modo, c'est ça. Il faut créer une réforme institutionnelle pour mettre en place le fédéralisme, le partage des compétences, les institutions communes et quelques arrangements spéciaux sur des questions de langue et de religion. Pour tout le reste, et le préambule le dit noir sur blanc, il faut s'en remettre à l'idée un peu vague que le Canada a une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. Donc, cette idée que la toile de fond de la Constitution canadienne, l'essentiel de la Constitution canadienne, c'est quelque chose de non écrit et ponctuellement, on y met des textes. Et ça tient encore aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce qu'il y a? Si on va au-delà de 1867, puis on regarde 1982 aussi, il y a dans les textes de la Constitution canadienne, qui n'en est pas une, il n'y a que ce qui déroge au modèle britannique. Le fédéralisme, les droits linguistiques, un catalogue des droits et libertés individuelles qui est contraire à la souveraineté du Parlement, donc il a fallu le mettre noir sur blanc, une formule d'amendement qui est contraire aussi à la souveraineté du Parlement, donc ce qui nous éloigne du modèle britannique, on le met par écrit, et pour tout le reste, nul besoin de préciser quoi que ce soit, donc l'essentiel demeure dans cette idée d'une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. En soi, ça ne pose pas de problème. Autant qu'on ne fasse pas l'erreur d'auréoler le texte de 1867, comme s'il s'agissait d'une véritable constitution. Et puis, tout ça ne serait pas très grave que la constitution soit un peu mal foutue, si au moins les dispositions écrites qu'on avait avaient encore une pertinence et un sens. C'est là que j'arrive à mes catégories de désuétude, parce qu'on constate à la lecture, il faut retourner au texte, il faut l'ouvrir, le lire, pour voir à quel point nombreuses sont les dispositions qui sont désuètes aujourd'hui. Je vais distinguer ici trois types de normes dépassées, déconnectées, soit du droit positif contemporain, soit de la société que ce droit régit. Donc, la désuétude prend plusieurs formes. Premièrement, dans le vocabulaire, ces expressions que l'on retrouve comme les aubains pour parler des migrations, les cours d'amirauté, les encanteurs, les lignes de bateaux à vapeur, bon, c'est presque folklorique, au fond, ça a peu de conséquences. C'est un vocabulaire qui a mal vieilli, soit. Ça devient un peu plus grave quand on désigne des institutions, des organes qui n'existe plus. La Constitution nous parle d'un pouvoir, mais ce pouvoir a totalement disparu. Les exemples sont nombreux. D'abord, la forme juridique de l'État. On dit que le Canada est une puissance, parenthèse, un dominium. Je ne crois plus que c'est le cas. Pourtant, le mot est toujours là. Lorsqu'on parle de la couronne, on dit que dans le texte de 1867, on parle du roi, ou de la reine, en fait, du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Or, ce royaume n'existe plus. L'Irlande a quitté le Royaume-Uni et c'est un pays indépendant. Donc, la couronne du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, c'est un royaume qui n'existe plus. Aujourd'hui, on dit Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Irlande du Nord. Et dans le cas du Canada, on parle maintenant de la reine du Canada et c'est le cas dans le texte de 1982. Mais on garde nos vieilles affaires, on garde nos vieilles expressions. Ça réfère à une couronne qui a totalement disparu. Et c'est pas seulement vrai pour la couronne, c'est vrai aussi pour le Parlement de Westminster. Je vous cite l'article 12, 18, 23, 105, 129, 146, nous parle d'un Parlement qui est la même chose, Parlement du Royaume-Uni, Grande-Bretagne et d'Irlande, alors que l'Irlande est devenue un pays indépendant. Ça ne semble déranger personne, mais c'est quand même un peu dérangeant de désigner un organe qui a disparu depuis. Puis, il y a une deuxième forme de désuétude que j'appellerais les problèmes d'édition. Les problèmes d'édition, c'est un texte qui n'a jamais fait l'objet d'un toilettage, d'une refonte, et donc, entre 1867 et aujourd'hui, on a fait des changements. Je suis le premier à rappeler à quel point cette Constitution elle est rigide depuis 1982. Et même avant 1982, on en était dépossédés. On ne pouvait pas la modifier nous-mêmes. Donc, c'est une constante de l'histoire canadienne que sa Constitution est dure à modifier. Mais cet énoncé oublie qu'il y a des dispositions dans la loi constitutionnelle de 1867 qui sont des normes constitutionnelles souples, modifiable par une simple loi, soit du Parlement fédéral ou soit des assemblées législatives des provinces.
Et donc, ces normes ont fait l'objet de modifications ponctuelles. Et là, on est comme face à un problème d'édition. Je pense à mes étudiants qui sont en train d'étudier, d'essayer d'ouvrir leur texte, et on leur dit, l'énergumène devant eux en classe leur dit qu'il n'y a plus de deuxième chambre au Canada. Mais lorsqu'ils ouvrent l'article 63, l'article 71 à 79, ils lisent noir sur blanc qu'il y a toujours un conseil législatif au Canada. Donc, au Québec, pardon, merci de me corriger. Donc, on voit qu'on a aboli un conseil législatif, mais on le fait dans une autre loi, et on n'a jamais cru bon, dans l'édition du texte de la Constitution, de mettre une note, d'indiquer que l'article qu'on a devant nous, c'est un article qui n'a plus aucun sens. Les exemples sont nombreux. 146 sur la création de nouvelles provinces. C'est désuet. 42 D et E de 1982 renversent tout cela. Les trucs sur les districts électoraux. L'article 93 sur le système d'éducation confessionnelle. On dit le Québec a changé 93, c'est vrai. D'autres provinces aussi, mais ouvrez le texte. Peu importe l'édition sur laquelle vous allez tomber, c'est toujours comme... Il n'y a pas de mention. C'est comme si c'était toujours là. Alors, c'est très anecdotique et ça ne pose pas vraiment de problème parce que, bon, on se dit qu'il suffit d'être un bon juriste et d'aller lire les modifications les plus récentes, de lire ces lois, de les trouver. C'est lourd, ça demande du travail, mais bon, c'est pas la fin du monde. Un juge saura le faire. Le problème, c'est que le système fonctionne à deux vitesses sur le plan de l'édition. Quand c'est le fédéral qui change les trucs unilatéralement, ben là, je ne sais pas si c'est parce que c'est lui qui fait l'édition des textes, mais là, les textes sont mis à jour. Je vous donne quelques exemples. Article 2, abrogé, c'est une disposition interprétative sur la question de la couronne. Vous prenez n'importe quelle édition, c'est écrit abrogé. 91.1, 92.1, 29, paragraphe 2 sur l'âge obligatoire de la retraite au Sénat, un changement unilatéral fait par le fédéral, vous ouvrez le texte, ça figure dans le texte. 34 sur l'orateur suppléant au Sénat. Donc on a une série d'exemples où quand le fédéral fait une modification unilatérale, dans le travail d'édition, c'est intégré dans le texte. Quand c'est les provinces, ou en tout cas dans d'autres situations, ça ne l'est pas. Il y a un manque de constance. Et plus fondamentalement, ce problème d'édition pose aussi la question de la version française. La version française du texte de 1867, c'est une version non officielle qui a été traduite par qui? Ben, par les fonctionnaires fédéraux, ce qui est très bien, ils ont fait leur travail. Et au fond, ils ont réussi à, c'est très bien, imposer leur traduction, mais rien n'empêcherait un jour... je ne sais pas moi, le gouvernement du Québec, le secrétariat des relations canadiennes, de produire sa traduction de la Constitution de 1867, puisque de toute façon, aucune des traductions n'est une version officielle. On voit que le travail d'édition autour du texte, c'est un travail qui n'est pas vraiment régi. Le fédéral s'est emparé un peu de ce terrain-là. Il fait les choses à sa façon, mais rien n'empêche qu'on puisse travailler le texte autrement. Troisième forme de désuétude, et c'est celle qui pose évidemment le plus de problèmes, c'est lorsque, au-delà du vocabulaire, au-delà des changements qu'on n'a pas vraiment notés ou intégrés dans l'édition du texte, c'est lorsque la désuétude touche non pas les textes, mais les normes, les institutions elles-mêmes. Une institution existe officiellement, mais elle est formellement prévue, elle fait toujours partie du droit positif, mais elle a été neutralisée par une convention constitutionnelle ou par un autre instrument. Ça, là, évidemment, ça suscite l'ambiguïté parce que d'abord, est-ce vraiment désuet? À partir de quel seuil c'est désuet? Est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce que c'est en dormance ou c'est totalement disparu, cette institution-là? Quelques exemples, on pense tout de suite au pouvoir de réserve et de désaveu, cette espèce de pouvoir exorbitant qui permettait à l'Empire de désavouer les lois, et donc à travers le GG, le LG, et le fédéral, par le jeu des conventions constitutionnelles, est devenu un peu l'héritier de ce pouvoir de réserve et de désaveu. Et évidemment, on ouvre n'importe quel traité de droit constitutionnel et on nous dit ce pouvoir est désuet, soit. Pourtant, encore cette semaine, j'ai entendu des voix s'élever pour dire, bon, c'est pas les voix officielles, c'est pas les voix au pouvoir, mais des gens qui disaient projet de loi 62 sur l'interdiction du niqab, pourquoi pas ressusciter le pouvoir de réserve et de désaveu. Donc, la désuétude suscite de l'ambiguïté dans la mesure où on constate qu'il y a une inutilisation, mais on n'a pas vraiment les critères et les certitudes pour savoir à partir de quel seuil, de quel moment, le pouvoir en question disparaît. Et ce qu'on dit sur le pouvoir de désaveu, on peut le dire sur tous les pouvoirs de la couronne, du GG et du LG. Ses relations avec l'exécutif, le législatif.
le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur. On va dire les gouverneurs, c'est plus simple, ils ont un autre... donc, la couronne et ses gouverneurs, et la crise parlementaire de décembre 2008, vous vous souvenez quand Stephen Harper avait son interprétation des conventions constitutionnelles, Stéphane Dion, Jack Layton avaient la leur, nous rappelle que oui, on peut vider la couronne en apparence de ses pouvoirs, mais dans une situation de crise, soudainement, on ne sait plus toujours, le doute sur les règles persiste et les problèmes tout à coup se révèlent à nous. Un autre exemple, 94, article 94 sur l'uniformisation des lois, une forme de désuétude par non-usage. Les exemples, les cas d'utilisation sont si peu nombreux, à ma connaissance, il n'y en a aucun. On peut imaginer que le pouvoir en question est tombé en désuétude. Très bien. Donc, cette forme de désuétude est probablement celle qui pose le plus de problèmes, ce qui m'amène à traiter rapidement des conséquences de tout ça. La première, je l'ai déjà mentionné, l'inintelligibilité des textes, la codification. Peu importe qu'on aime ou pas le Canada, ça ne change rien. La codification, c'est pédagogique. C'est un outil de citoyenneté, c'est un outil de formation dans les écoles, c'est un outil d'intégration pour les immigrants. Et le texte de 1867 nous prive d'un tel outil. Devant un texte incompréhensible, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers la partie qui est la plus accessible, la plus compréhensible, au fond, le catalogue des droits et libertés, la Charte des droits de 1982, ça, tout le monde peut la lire, tout le monde peut la comprendre, au détriment des aspects plus politiques, institutionnels de la Constitution. Ça nuit aussi, à mon sens, au rayonnement du droit constitutionnel canadien, en droit comparé. Et là, je lance comme ça un sujet de thèse, si quelqu'un s'en cherche un. Si quelqu'un a l'amour des mathématiques, une âme un peu de matheux, moi, je serais très curieux, je serais preneur d'une étude qui irait voir le rayonnement du droit constitutionnel canadien à l'étranger en comparant les études sur le contentieux, les chartes des droits, où là, le chercheur étranger peut s'approprier facilement une jurisprudence très détaillée, très explicite, versus le travail sur les institutions où, mon hypothèse, c'est que le chercheur étranger, quand il se tape le texte de 1867, il se dit « je vais changer de corpus, je ne veux pas toucher à ça ». Donc, ce sera peut-être un sujet à travailler un jour. Deuxième conséquence, une constitution qui institutionnalise son non-respect. C'est pas banal, dans un État qui se gargarise de primauté du droit, pour reprendre la formule de Marc Chevrier, dans un empire, mais qui se veut un empire du droit, d'institutionnaliser le non-respect, on cultive en quelque sorte une hypocrisie constitutionnelle. C'est l'art de faire semblant qu'il y a une monarchie alors qu'on l'a vidée de sa substance pour qu'elle se réanime dans des situations de crise. Donc, au moyen d'instruments que je qualifie dans mes travaux d'instruments paraconstitutionnels, c'est-à-dire des instruments qui sont en marge de l'ordre juridique, mais qui permettent d'introduire des réformes qu'on n'est pas capable de mener formellement. C'est le cas des conventions constitutionnelles, des ententes intergouvernementales. À certains égards, le référendum sert à ça. Le référendum n'est pas prévu, mais on l'utilise pour bousculer les choses par des voies qui ne sont pas les voies prévues par la Constitution. Parfois, on utilise la loi. Donc, on utilise ces instruments de réforme paraconstitutionnelle pour faire évoluer un système qui n'est pas capable d'évoluer, mais en même temps, on alimente la désuétude. Derrière chaque convention constitutionnelle, l'effet d'une convention, c'est de rendre une partie du texte désuet. Donc, pour chaque convention, il y a nécessairement un texte qui est neutralisé et qui devient désuet. Exemple, oui? Une convention, peut-être expliquer qu'est-ce qu'une convention? Ah, pardon, qu'est-ce qu'une convention constitutionnelle? Alors, les conventions constitutionnelles sont des pratiques politiques qui ont une raison d'être et que les acteurs politiques se sentent obligés de respecter. Et donc, cette convention constitutionnelle, elle est comme une forme de droit politique qui encadre les acteurs. Elle n'est pas du droit au sens formel parce qu'elle n'est pas sanctionnée par les tribunaux. Ou si vous voulez considérer les conventions comme une règle juridique, vous devez intégrer l'idée que les tribunaux ne veulent pas les sanctionner. Par exemple, voilà pour les conventions. Deuxième exemple, les ententes administratives. Les ententes administratives sont des accords politiques ponctuels, un peu en marge des lois et des textes constitutionnels, où on aménage la façon dont on veut exercer nos pouvoirs. Parfois, c'est bon pour les intérêts du Québec. On pense à la célèbre entente en matière d'immigration. Parfois, ça joue dans le sens inverse. On peut penser aux ententes qui sont signées pour mettre en place une commission canadienne des valeurs mobilières, ou encore aux 1001 ententes relatives à l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser, où le fédéral, dans ses ententes, met de l'argent à la disposition des provinces en échange du respect de certaines conditions. Du coup,
1867 devient un texte qu'on peut facilement contourner. Certains valoriseront cet aspect fluide, flexible, comme étant la preuve qu'au fond, le Canada et sa Constitution est un système imparfait, mais qu'il n'y a pas de problème puisque c'est fluide, ça va continuer à évoluer et on va trouver des solutions. Mais, à mon sens, ça crée la fausse impression que les réformes ne sont pas nécessaires. Donc, il est inutile de vraiment regarder nos problèmes en face et d'y trouver une vraie solution politique, puisque la pratique, les usages, les conventions, les ententes au jour le jour vont nous permettre de trouver, par des moyens détournés, des solutions au quotidien. Ce qui m'amène à ma troisième conséquence, et j'achève, rassurez-vous, le doute, les malentendus, l'insécurité juridique qui accompagne cette interaction entre un texte, des instruments paraconstitutionnels pour le contredire et pour le neutraliser, mais avec un texte qui persiste et dont, ultimement, le juge va continuer à en tenir compte si nécessaire. On dira, par exemple, qu'il n'est pas nécessaire d'abolir ou de moderniser la monarchie, puisque sous l'effet des conventions, on a totalement vidé l'institution de son sens. Pourtant, la crise parlementaire de 2008 nous montre le contraire, que dans le flou, c'était quoi le mot suivant? Je suis désolé, il devait y avoir un mot en T. Doute. Flou et doute, ce sont, voilà. Il devait y avoir le doute et le flou, et là, j'ai tout mis ça ensemble. Je m'en excuse. C'est la volonté d'aller plus rapidement, Madame la Présidente. Donc, et pour cause, ces conventions, ça ne garantit pas grand-chose. Je vous lirai un extrait qui, à mon sens, est très, très éloquent. Vous vous souvenez, 1981, l'adoption, dans la nuit du 4 novembre, de cette Constitution qui s'impose au Québec sans son accord. Et dans les mois qui vont suivre, le gouvernement du Québec va essayer d'aller devant les tribunaux pour dire il y a une convention qui nous protégeait. Il y avait une convention, il y avait des usages qui sont fondamentaux au Canada et qui faisaient en sorte que l'usage et les conventions montraient que notre accord était nécessaire. Qu'est-ce que nous dit la Cour suprême quand une convention n'est pas respectée? Un paragraphe un peu ignoré, à la page 808, j'en lis qu'un seul, puis je m'arrête ensuite, rassurez-vous. La Cour suprême nous dit, même si une convention avait existé en faveur du Québec, ce que la Cour finit par nous dire qu'il n'y en avait pas, mais elle nous dit à cet endroit, même s'il y en avait une, cette convention n'aurait pas été sanctionnable par les tribunaux, parce qu'officiellement, ce n'est pas vraiment du droit, c'est un truc paraconstitutionnel. Et donc, le lendemain du coup de force, elle nous dit, il y a une nouvelle règle, elle est ni contestable, ni contestée, puis elle remplace des conventions que de toute façon, je n'avais pas le mandat de faire respecter, de sanctionner. Donc, elle nous dit, la question constitutionnelle est devenue théorique, je cite. La loi constitutionnelle de 1982 est maintenant en vigueur. Sa légalité n'est ni contestée, ni contestable. Elle prévoit une nouvelle procédure de modification de la Constitution du Canada qui remplace complètement l'ancienne, tant du point de vue juridique que du point de vue conventionnel. Autrement dit, quand quelqu'un ne respecte pas une convention, c'est parce qu'il met en place une nouvelle règle, et cette nouvelle règle efface les conventions qui de toute façon n'étaient pas sanctionnables. Donc de mettre notre avenir dans les mains de ces règles molles, c'est risqué de revivre à nouveau le sort que la Cour suprême nous a réservé en 1982. Ça veut dire que ça veut pas dire que ces instruments-là sont inutiles. Ça peut servir à changer des usages, tester, expérimenter des choses. Mais de croire que c'est la solution, je crois que c'est un peu naïf. Dernière conséquence, en 30 secondes, j'ai sauté quelques pages, la désuétude des textes entraîne sur le fond des choses au Canada une évolution vers la concentration du pouvoir. Alors que le système mise officiellement en apparence sur la distinction entre le chef de l'État et le chef du gouvernement, la désuétude des fonctions de gouverneur engendre le cumul. Justin Trudeau, comme premier ministre du Canada, il est de facto à la fois le chef, il est à la fois le roi du Canada et à la fois le chef du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que via la prérogative royale, il nomme tous les ministres de l'exécutif. Il nomme l'ensemble des juges des cours supérieures de toutes les provinces. Il nomme les juges des cours fédérales, dont ceux de la Cour suprême. Il nomme tous les sénateurs, sans exception, de la Chambre haute. Et via la discipline de parti, il a le contrôle sur la majorité à la Chambre des communes.
Et j'en passe. Parce que via la même prérogative, il peut déclarer la guerre, il peut nommer l'ensemble des ambassadeurs, il peut même choisir lui-même son propre gouverneur général. Bref, c'est une belle illustration des problèmes d'un système qui évolue, certes, dans la pratique. Un texte mal foutu, avec des pratiques qui font évoluer les choses du mieux que j'imagine, du mieux qu'on peut, mais sans une véritable réflexion sur c'est quoi les institutions dont on a besoin, sans une vraie négociation, sans une vraie délibération. Oui, il y a des choses utiles, on peut tirer notre épingle du jeu dans la pratique, mais la pratique a aussi des limites, et aussi, ces questions pratiques, c'est aussi souvent la loi du plus fort, et le rapport de force n'est pas toujours du côté du Québec lorsqu'il est question de sortir du terrain du droit pour être plus dans celui de la pratique. Sur ce, je vous remercie. Merci. OK, merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque, tant ceux sur le plan matériel que sur logistique, que ceux qui ont travaillé sur la demande de subvention, qui a permis la tenue du colloque. Donc, Marc Chevrier, François et M. Otis, merci de m'avoir invité aussi. Justin Otis et moi, on va partager le temps qu'on a. Je vais écourter ma présentation à environ 17 minutes, donc je pars le chronomètre. 17 minutes ou moins, et ensuite, M. Otis prendra la parole. Démocratie. 20 minutes, David, hein? Vous pouvez prendre 20 minutes. J'ai le droit à 20 minutes? Ah, oui, oui. Bon, on va arranger ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe au bout de 20 minutes? Le téléphone explose? Le téléphone va exploser au bout de 20 minutes? Oui, c'est ça. Mais où, j'en prendrai peut-être moins, on verra. Sur le plan constitutionnel, ah oui, c'est vrai. Donc, on nous a demandé aujourd'hui, la commande était très claire, c'était de casser la baraque. C'est textuellement, non pas textuellement, c'était de vive voix, c'était de casser la baraque. Je ne sais pas si je vais casser la baraque, mais c'est certainement avec des lunettes de citoyens puis de militants environnementaux que je vais voir, analyser la loi constitutionnelle de 1867, et non pas simplement comme un simple juriste, soi-disant objectif. Moi, je pense que l'objectivité en droit, c'est une utopie, mais donc c'est avec mes yeux de citoyen puis de personnes soucieuses de l'environnement que je vais analyser la loi constitutionnelle de 1867. Lorsque le texte a été adopté, l'environnement ne semblait pas être une préoccupation très importante, puisque l'environnement ne figure pas dans le partage des compétences aux articles 91 et suivants. L'environnement, c'est une compétence que les tribunaux considèrent comme étant non attribuée. On dit que c'est une compétence accessoire. Ce que ça veut dire, c'est que chacun des paliers peut légiférer ou réglementer sur l'environnement à partir de ses propres compétences. Donc, essentiellement, les provinces ont compétence en matière d'environnement local, alors que le Parlement a compétence sur les enjeux environnementaux nationaux. Par exemple, M. Chevrier en a parlé ce matin, je l'ai trouvé très éloquent là-dessus, à travers ses compétences sur le transport interprovincial, sur la navigation, sur l'aéronautique, le Parlement fédéral peut intervenir en environnement. Les collectivités locales sont marginalisées par la loi constitutionnelle de 1867. On ne reconnaît aucun droit de veto du Québec en ce qui concerne le transport interprovincial, en particulier pour nos fins ici aujourd'hui, en ce qui concerne le transport interprovincial, donc transfrontalier, d'hydrocarbures ou d'autres projets de compétences fédérales destructeurs sur le territoire provincial. Ceci dit, il faut nuancer, toutefois, il y a une obligation d'accommoder, de consulter les peuples autochtones, voire parfois d'obtenir leur consentement préalable, mais sinon, les collectivités locales, le Québec est marginalisé par la loi constitutionnelle de 1867, et les municipalités le sont encore plus, puisqu'elles sont des créatures des provinces. Et les municipalités ont essayé, dans les années 90, de se faire reconnaître un principe ou une convention de consultation. Ça n'a pas fonctionné, et donc, elles ne sont que des mere instrumentalities of the state for the more convenient administration of local government. Ça, c'est répété très souvent, et pourtant, les municipalités assument aujourd'hui de très importantes responsabilités. Les collectivités locales sont marginalisées alors qu'on assiste à une multiplication de projets prédateurs sur le territoire local. Par exemple, les sables bitumineux. Pensons aux pipelines, à l'oléoduc Trans Mountain, Northern Gateway, Énergie-Est, qui finalement a été abandonné grâce à l'effort collectif des municipalités et des citoyens. Pensons à TransCanada qui voulait forer dans Pouponnière des Belugas en ignorant complètement la loi sur la qualité de l'environnement ou autres normes environnementales du Québec. Pensons à la navigation sur les lacs. Les municipalités veulent protéger leurs lacs.
Ils veulent réglementer la navigation, ils ne peuvent pas, même si c'est un enjeu foncièrement local. La multiplication des antennes de télécommunications, ça c'est une carte que j'ai trouvée, c'est des antennes de télécommunications au Québec. Construire des aérodromes. N'importe qui peut se construire un aérodrome aujourd'hui. Quelqu'un comme nous, là, qui est amateur d'avion, là, peut construire en plein champ, en terre agricole, un aérodrome. C'est permis par la loi fédérale. Lac mégantic, bref, on dit que le transport d'hydrocarbures par rail a augmenté de 32 000 depuis 5 ans. Certains diront que c'est parce qu'on ne veut pas de pipeline, mais moi, ça je n'achète pas cet argument-là, mais bref, ce n'est pas le propos. On assiste à une multiplication des projets prédateurs en matière environnementale. Et qu'est-ce que fait le gouvernement fédéral? Mais le gouvernement provincial n'est pas exempt de tout reproche non plus. Les gouvernements sont au service de l'industrie. Je suis désolé de le dire, mais c'est mon opinion. Par exemple, ici, Transport Canada permet à des entreprises d'aviation de briser une entente hors cours. C'est une entente qui avait été conclue entre des citoyens, une municipalité puis un aérodrome local à Saint-Hubert par rapport au bruit. Transport Canada dit non, c'est correct, vous pouvez pas besoin de respecter cette entente-là. L'aide canadienne aux pétrolières en 2014 frôlait le milliard de dollars. Et sous le gouvernement un peu, on a atteint l'apogée des citoyens qui manifestent, qui sont contre l'ordre pétrolier, et des organisations internationales deviennent des menaces de l'ordre canadien pétrolier. Et on l'a vu avec la loi C-51, on a vu qu'avec une fuite de documents de la GRC, que la GRC considère que les citoyens opposés aux oléoducs, au pétrole, sont de dangereuses personnes qu'il faut surveiller. L'Agence du revenu qui harcèle les ONG en environnement. Donc, sous Harper, on a atteint une certaine apogée. Moi, je suis allé manifester 4 fois. Je suis allé à Kakuna, je suis allé à Sorel, à Québec, puis à Montréal, puis à Gatineau. 5 fois, j'ai manifesté contre les oléoducs, contre le pétrole, comme citoyen. Et je peux vous dire que dans ces manifestations-là, il y a des familles, il y a toutes sortes de personnes, et il n'y a personne de dangereux. Au Québec, là, des gens dangereux qu'il faut surveiller, des citoyens, des organisations environnementales dangereuses, il n'y en a pas. Et on assiste à un dérapage linguistique. J'ai vu ça soit de la part des journalistes, de la part de politiciens, ou même dans des requêtes introductives d'instances devant les tribunaux. On dit que les citoyens qui manifestent sont des environnementalistes radicaux. Ça, c'était dans l'affaire de Ristigouche. Les 160 citoyens là, qui ont signé la pétition, c'est des environnementalistes radicaux. On a vu la dictature de la rue. Les écologistes, où souvent on va se faire dire que les environnementalistes sont des personnes émotives, qui ont perdu toute rationalité. Autre exemple, le Parlement fédéral, le Parlement confie aux agences promotrices des projets pétroliers la capacité et les pouvoirs de faire des évaluations environnementales. On a donné plus d'autonomie aux administrations portuaires qui pouvaient elles-mêmes faire leurs propres évaluations environnementales. Et à l'Office national de l'énergie, auparavant, c'est l'Agence canadienne d'évaluation environnementale qui faisait les évaluations pour les grands projets. Pour ce qui concerne les oléoducs, on l'a transféré à l'Office national de l'énergie. Et on nous demande de faire confiance à un office qui, vous le savez tous, était gangréné par d'anciens hauts placés, membres influents de l'industrie pétrolière. Hein, il y a eu des conflits d'intérêts graves à l'Office national de l'énergie. Ils se sont récusés, ils ont formé un nouveau comité. Et ça a pris une enquête du National Observer pour mettre ça en lumière. Sinon, on ne l'aurait peut-être pas su. Et sous la pression du lobby privé, on a assisté à une déréglementation du transport maritime, du transport ferroviaire et du transport par oléoduc. Des fois, on va appeler ça la réglementation intelligente. Mais c'est de l'autoréglementation. On dit que l'industrie va s'autoréglementer puisque l'industrie est au courant des meilleures pratiques, des normes les plus élevées de la sécurité. Bien, c'est désolant, mais il y a des chercheurs qui estiment, puis le bureau d'enquête, le BST, l'a aussi démontré, l'une des causes de la tragédie de lac mégantic, c'en est une, c'est la déréglementation. Le fait de permettre à des entreprises sur le territoire de s'autoréglementer. Donc, le gouvernement fédéral a déréglementé de façon importante le domaine des transports. Et c'est l'entreprise privée, et ça, moi, à mon avis, c'est une anomalie grave, c'est l'entreprise privée qui devient la détentrice ou celle qui va mettre en œuvre sur le territoire les compétences fédérales. Parce que le fédéral se désengage, il y a des inspecteurs qui surveillent, grosso modo, mais jamais assez pour s'assurer que les entreprises respectent des hauts standards de sécurité et la protection de la santé, de l'environnement et du droit à la vie. Et donc, les intérêts privés semblent avoir prépondérance sur le bien commun. Et dans les litiges en matière environnementale, le procureur général le PG Canada, procureur général du Canada, dans des litiges, on propose une extension, si on veut, des compétences fédérales, alors que la Cour suprême nous a dit
là je vulgarise, mais on propose des extensions de certaines doctrines constitutionnelles que la Cour suprême estime d'application restreinte et donc d'interprétation logiquement restrictive, mais le procureur général du Canada propose des élargissements de ces doctrines-là, contrairement à certains appels de la Cour suprême au fédéralisme coopératif et à l'interprétation coordonnée des compétences. Dans ce contexte-là, je ne pense pas qu'il faille s'étonner que certaines entreprises s'est effacées, mais je me souviens de ce que j'avais écrit. Il y a des entreprises qui méprisent la gouvernance locale, qui méprisent le Québec, qui méprisent les municipalités. Par exemple, TransCanada qui fort dans la pouponnière des Belugas sans autorisation du Québec. Ils n'ont même pas demandé l'autorisation du Québec. On a des compagnies comme l'aéroport de Lévis qui ignorent des avis d'infraction municipale. TransCanada qui avait une attitude plutôt hypocrite en disant bien, Énergie-Est, c'est un dossier sous l'Office national de l'énergie, on n'a pas besoin de demander la permission du gouvernement du Québec. Puis d'un autre côté, on disait ah bien, la MRC Vaudreuil-Soulanges ne nous donne pas le permis qui nous permet de faire les travaux, les études pour vérifier comment on va traverser la rivière des Outaouais. Donc, on n'est pas capable de déposer notre étude d'impact au BAP, puisque la MRC Vaudreuil-Soulanges nous l'interdit. Puis dans ce cas-là, bien là, on respecte ce que la MRC nous demande. Donc, d'un côté, on ne respecte pas les lois provinciales, mais de l'autre, on semble attacher une importance à respecter la règle de droit d'une MRC. Véro Navigation à Québec, qui joue les gros bras, qui bloque le passage à une inspectrice du ministère de l'Environnement du Québec. Et là, c'est dans l'article de journal. L'entreprise Véro Navigation estime que la loi provinciale, la LQE, ne s'applique pas. C'est l'entreprise qui estime que la LQE ne s'applique pas et c'est l'entreprise qui se fait justice elle-même. C'était quand même une représentante du gouvernement provincial. Et l'Office national de l'énergie qui estime que ce n'est pas nécessaire de faire une traduction systématique de tous les documents déposés par TransCanada pour que les francophones, les agriculteurs, le monde dans le bas du fleuve, qui vont aller devoir plaider devant l'ONE, il n'y avait pas un accès équitable aux documents et l'Office a jugé que ce n'était pas nécessaire. Et pourtant, les principes du fédéralisme sont beaux. Si on se met des lunettes roses, là, les principes du fédéralisme sont très beaux. L'équilibre, c'est la Cour suprême qui nous dit ça, l'équilibre entre la diversité locale et l'unité nationale. L'interprétation coordonnée des compétences et non subordonnée. Ce que ça veut dire, c'est que la Cour suprême nous dit, c'est important lorsqu'on interprète une compétence, ici la compétence fédérale, qu'on ne lui accorde pas un champ tellement vaste que ça va supplanter la compétence provinciale. Il faut interpréter la compétence fédérale en ayant à l'esprit la compétence provinciale et faire une interprétation équilibrée, donc coordonnée. Principe de subsidiarité, la Cour suprême, sous la plume de la juge Leroux-Dubé dans l'affaire Spiritech, nous dit c'est important la gouvernance locale. Lorsque des questions sont d'intérêt local et qu'il y a une ambiguïté dans le partage des compétences, on devrait favoriser la province. On devrait favoriser l'autorité gouvernementale qui est la plus près des citoyens, qui comprend le mieux les besoins des citoyens et puis leurs préoccupations. Donc, on a des très beaux principes sur le plan constitutionnel qui donnent des règles constitutionnelles qui sont quand même, somme toute, assez équilibrées en principe, parce que, par exemple, le principe veut que les entreprises fédérales doivent respecter les normes locales valides. C'est le principe. Souvent, on entend le contraire, parce que c'est fédéral, les lois provinciales ou les règlements municipaux ne s'appliquent pas. En réalité, c'est l'inverse. Le principe, c'est que les lois provinciales, les règlements municipaux s'appliquent aux entreprises fédérales, puis c'est aux entreprises fédérales, appartient aux entreprises fédérales le fardeau de démontrer que les lois provinciales ont des effets trop graves sur leurs activités. La Cour suprême nous disait aussi que l'environnement, c'est l'affaire de tous les paliers dans l'affaire Spiritech. Bien sûr, il y a des exceptions qui peuvent entraîner qui entraînent des conséquences lourdes, par exemple, pour le Québec, c'est l'entrave au cœur des compétences fédérales. Ce que ça signifie, c'est que les lois provinciales ou les règlements municipaux ne doivent pas avoir des effets trop lourds, trop graves, trop contraignants sur les activités les plus importantes des entreprises fédérales. Mais la Cour suprême nous a dit, bien ça, il ne faut pas trop appuyer sur cette doctrine-là, il faut faire attention, c'est d'application restreinte et logiquement, à mon avis, d'interprétation restrictive. Puis, il faut favoriser le plus possible l'harmonie entre les différents paliers. L'autre exception, c'est à la règle de l'applicabilité des lois provinciales aux entreprises fédérales, c'est le conflit de loi. Si une loi provinciale dit une chose, puis la loi fédérale dit autre chose, il y a systématiquement prépondérance fédérale, dans tous les cas.
Et là, la Cour suprême a inventé, dans les années 90, une autre forme de conflit. Parce qu'auparavant, maintenant, il y a deux formes de conflit. Le conflit opératoire, ça veut dire que si une loi provinciale contredit expressément une loi fédérale, on ne peut pas respecter les deux. Donc, il faut qu'il y en ait une qui prime, et la Cour suprême privilégie la loi fédérale. Une nouvelle forme de conflit plus nébuleuse et qui, à mon avis, est fortement problématique et dangereuse sur le plan de l'autonomie provinciale, c'est le conflit d'intention. La Cour suprême a dit, bien qu'il n'y ait pas nécessairement contradiction expresse, si la loi provinciale va à l'encontre de l'intention, de l'objectif de la loi du Parlement, il y a un conflit et la loi provinciale ne peut pas s'appliquer, elle est inopérante. Voyons ce que ça a donné, ça, cette exception-là. Donc, oui, malgré ces principes qui sont vertueux, ces règles constitutionnelles qui en principe, qui visent l'harmonie, on ne peut pas être contre la vertu, malgré tout, on a un fédéralisme clairement subordonné lorsque des compétences fédérales sont en cause. Mais mon constat général, c'est qu'il y a une asymétrie encore des doctrines de l'exclusivité des compétences puis du conflit de loi. Il y a un élargissement progressif des doctrines qui protègent les compétences fédérales. Puis, je le dis avec beaucoup de respect, parce que je suis impliqué dans deux affaires en ce moment, devant les tribunaux, mais malheureusement, certains juges semblent subjugués par les sacro-saintes compétences fédérales. On ne touche pas à ça. Ça affecte la compétence fédérale, alors, les lois provinciales ne vont pas s'appliquer. Moi, je ne sens pas ce souci-là envers les lois provinciales et les règlements municipaux. C'est comme s'il y avait une présomption de supériorité des lois fédérales puis des compétences fédérales sur le territoire local, même lorsque le fédéral ne veut pas s'occuper d'une situation. Par exemple, en matière d'aéronautique locale, le régime fédéral est permissif. On peut construire un aérodrome local et opérer un petit aéroport, puis tout ce qu'on peut faire, c'est s'inscrire dans un registre, mais le fédéral ne s'occupe même pas de cette question-là. Et les tribunaux, lorsque les municipalités ou la province ou des provinces ou le Québec veut imposer des normes à l'aviation locale, les tribunaux disent, non, ça touche l'aviation. C'est fédéral. Puis le fédéral ne s'en occupe même pas. Il y a un problème. Des cas, par exemple, la protection des lacs. Il y a des municipalités qui ont essayé de protéger leurs lacs. M. Otis est impliqué dans des dossiers comme ça. C'est impossible. C'est difficile parce que ça touche à la navigation, l'aéronautique sur les lacs. Donc, les municipalités ne sont pas capables de limiter une des causes les plus importantes, une cause importante des algues bleues et de la pollution. Protection des terres agricoles, c'est la même chose. L'aménagement du territoire. La compétence, M. Chevrier en a parlé ce matin, il a parlé de la compétence en aménagement du territoire. C'est une compétence extrêmement importante des provinces et des municipalités. Et pourtant, cette compétence-là, elle est mise de côté, à mon avis, très facilement dans des jugements récents. Dans l'affaire Rogers, la municipalité interdisait la construction d'une antenne de communication à côté des résidences, mais le permettait sur un autre terrain. À 3 minutes d'auto. Je suis allé en auto cet été à Châteauguay. Je suis allé voir. C'était à 3 minutes. Puis c'était dans une aire de recherche. Les deux sites étaient dans une aire de recherche choisie par l'entreprise Rogers. Alors, on avait un bel exemple de fédéralisme coopératif. La municipalité dit, pas ici, mais ici, oui. Alors, il y aurait équilibre entre la compétence sur l'aménagement du territoire et la compétence fédérale. Mais la Cour suprême a dit, non, ça affecte la compétence fédérale. Ça empêche l'entreprise de choisir le lieu qu'elle veut dans la municipalité pour construire son antenne. Alors, on a débuté la ville de Châteauguay. On a même une décision récente, ça c'est un cas isolé, mais j'en ai vu d'autres, une décision où le juge ou la juge, avec respect bien sûr, définit... Vous n'avez pas le temps de parler? Oui, non, il faut parler, M. Otis. M. Otis, Monsieur Stephenson. Il faudrait quand même finir l'exemple. Il me reste 3 minutes selon mon 20 minutes que j'avais. Ah bon, d'accord. C'est Madame la Présidente. Oui, vous restez. OK. J'ai presque fini. Il me reste 2 pages. Ça va aller vite. Oui, on a un juge qui a défini la compétence fédérale, la compétence constitutionnelle fédérale en matière d'aéronautique, en se basant principalement dans son jugement sur la loi fédérale. Il est en train de reconnaître au Parlement le pouvoir unilatéral, par une loi, de définir ses compétences constitutionnelles. À mon avis, c'est fort problématique, puis ça illustre que certains juges sont omnibulés par les compétences fédérales. On a même 2 jugements récents, fort problématiques, dans l'affaire du Port de Québec. L'application de la LQE, la Loi sur la qualité de l'environnement au Port de Québec, puis une autre décision dans l'affaire Vidéotron contre Gatineau, où la Cour supérieure dit, applique ce qu'on appelle la théorie du champ occupé. Elle ne le dit pas comme ça, mais la Cour dit,
Le Parlement fédéral, il a légiféré ou réglementé dans l'intérêt économique national, puis pour assurer la compétitivité des entreprises. Ben, il a occupé le champ. Et ça crée un conflit d'intention avec toute norme qui pourrait, locale ou provinciale ou municipale, qui aurait prétention à s'appliquer à ce champ-là. Donc, c'est la théorie du champ occupé. Mais on ne peut pas se baser sur ces éléments-là pour déterminer que les lois provinciales ne s'appliquent pas, puisque si on regarde le partage des compétences, c'est essentiellement dans l'intérêt économique national que certaines compétences ont été accordées au Parlement. Alors, de dire que parce que le Parlement légifère dans l'intérêt économique national, ça écarte les lois provinciales puis les règlements municipaux, c'est circulaire puis c'est fort problématique. Et on est en train de donner au Parlement fédéral le pouvoir unilatéral d'écarter les lois provinciales puis les règlements municipaux. Même dans l'affaire Vidéotron contre Gatineau, la Cour dit, dans une ligne, c'est pas textuel, mais c'est à peu près la même chose, « Ah, bien, je note que le Parlement n'a pas prévu que les municipalités auraient un mot à dire en matière de télécommunications, donc, bien, les règlements municipaux ne s'appliquent pas. » Là, c'est rendu que c'est le Parlement qui va décider si les lois provinciales puis les règlements municipaux peuvent s'appliquer. Alors, on a un problème fondamental ici de fédéralisme. Et ça, je vais la passer. Alors, je pose la question, est-ce que deux arrêts importants, l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest de 2007 et l'arrêt Spiritech de 2001, n'auront-ils fait que passer? Parce que dans l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest, sous l'impulsion, je pense, du juge Lebel, qui n'est plus à la Cour suprême, je pense qu'on va le regretter, ça, on avait ouvert, la Cour suprême avait dit, bien, non, les lois environnementales peuvent s'appliquer aux entreprises fédérales, c'est le courant qu'il faut privilégier. Bien, on assiste à un recul par rapport à l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest. Et dans l'affaire Spiritech, la juge Leroux-Dubé disait, mais je vois qu'il me reste 28 secondes, je vais le finir avant ça, la juge Leroux-Dubé disait, il faut voir l'environnement puis le partage des compétences de manière holistique. On ne peut pas analyser ces problèmes-là en se disant, OK, on analyse la loi fédérale, on analyse la loi provinciale, puis on va décider lequel va s'appliquer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut le voir de façon globale, puisque l'environnement, de toute façon, c'est global. Et donc, c'est ma dernière page, on a minimalement besoin d'une évolution constitutionnelle, si ce n'est pas plus, évidemment. On a besoin d'une jurisprudence véritablement fondée sur les principes du fédéralisme coopératif et l'interprétation coordonnée des compétences. Je trouve anormal que le Parlement ait systématiquement prépondérance lorsqu'il y a un conflit de loi. Je pense qu'on devrait avoir une doctrine de la prépondérance qui est à géométrie variable et qui suit le principe de subsidiarité. Et je pense qu'on devrait mettre en échec la doctrine du conflit d'intention, puisqu'elle ne sert pas bien du tout le fédéralisme canadien. Et je pense que les juges devraient réhabiliter la compétence provinciale en aménagement du territoire, puis de reconnaître aux autorités provinciales et municipales une certaine voie quant à l'emplacement des infrastructures fédérales sur leur territoire. Et enfin, M. Otis va vous en parler, je pense qu'on a besoin de la reconnaissance d'un principe de consentement préalable du Québec sur des projets qui portent gravement atteinte à son intégrité territoriale sur le plan environnemental. Merci beaucoup. Alors, Pour un cul-de-sac autochtone? non, je ne parlais pas des Autochtones cette fois-ci. Ben, si, en fait, mais incidemment. Ces deux beaux jeunes hommes, là, ces deux beaux jeunes professeurs, ils me rendent particulièrement fier, hein, parce qu'ils sont tous les deux mes anciens étudiants. J'ai dirigé leur mémoire, leur thèse, et vous voyez, ils sont en train de confirmer l'adage que l'élève a vocation à dépasser le maître, n'est-ce pas? Alors, je vais... on avait conclu, le professeur Robitaille et moi, une entente selon laquelle, en guise d'épilogue, je ferai quelques remarques prospectives. Où allons-nous à partir du constat où on est dans une situation où, au Canada, de plus en plus de projets ou d'activités dont les retombées préjudiciables sur notre territoire et nos ressources au Québec sont considérables et durables. Alors que ces projets nous échappent complètement sur le plan politique, constitutionnel et juridique. Et là, j'évoque le concept que le professeur Rocher a mentionné ce matin comme une des finalités, finalement, de la loi de 1867, qui avait été relevée par les Rouges, qui était, et là je cite le professeur Rocher, un programme de minorisation perpétuelle du Québec à l'intérieur de l'ensemble britannique en Amérique du Nord. Or, les conséquences de minorisation perpétuelle du Québec, elles sont tout à fait concrètes et absolument observables dans le domaine aussi important qu'est le domaine de la protection de l'intégrité du territoire et des ressources, et donc de l'environnement. Alors que
nos populations locales et que la collectivité québécoise, aujourd'hui, a le devoir sacré de préserver son environnement, ses ressources, pour la génération actuelle et pour la génération future, eh bien, ces collectivités-là sont dans une situation où, de plus en plus, un projet qui peut être massivement préjudiciable pour le territoire, soit à l'échelle locale, soit même à l'échelle nationale. Quand on parle au projet, on pense au projet d'Énergie Est, c'était un projet aux conséquences potentiellement phénoménales. Hein, on traversait ces 700 km d'oléoduc, 800 rivières, et vous savez quoi? Le système constitutionnel canadien permet parfaitement au gouvernement d'Ottawa d'autoriser ce genre de projet-là, même si les populations concernées s'y opposent massivement. Juridiquement, on n'a rien à dire. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, le gouvernement central peut se permettre cela. Pourquoi? Parce que nous ne contrôlons pas l'autorité qui peut autoriser des projets prédateurs. Nous ne la contrôlons pas et nous n'allons jamais la contrôler. Et face à cela, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Hein? Et je pense qu'il y a deux voies possibles. La voie à l'intérieur, la voie de la réforme, qui consisterait effectivement à réaliser l'autodétermination environnementale du Québec par un véritable contrôle politique et une capacité de sanction politique directe et immédiate des pouvoirs qui autorisent tous les projets, y compris les projets qui relèvent actuellement du Québec, qui affectent substantiellement notre milieu de vie, hein, le milieu dont dépend notre santé, notre sécurité et finalement notre équilibre et notre bonheur. Donc, une compétence du Québec prépondérante eu égard à tout ce qui concerne l'autorisation des projets affectant les terres et les ressources du Québec. C'est une exigence minimale, à mon avis, de légitimité et de justice environnementale au Québec. Est-ce que cette capacité de sanction directe et immédiate de la population du Québec, des pouvoirs aptes à autoriser des projets prédateurs, va tout régler? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'est que la condition première, hein, d'une plus grande justice environnementale. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas ici de prétendre jovialement, naïvement, que les pouvoirs politiques québécois, que les élus québécois sont absolument irréprochables sur le plan environnemental. Au contraire, il y a de nombreux exemples de graves imprudences et d'incompétences québécoises en matière environnementale. Et jusqu'aux dernières nouvelles, hein, le Québec est encore bien ancré, on pourrait dire bien englué, hein, dans l'économie du pétrole. Et le Québec a encore une économie extractiviste qui, par sa nature même, entretient une tension permanente entre la dégradation de l'environnement et le développement. Cependant, une compétence québécoise prépondérante emporte inévitablement, hein, une dynamique systémique qui fait en sorte que, parce que la reddition de comptes est au Québec, parce que la population la plus immédiatement concernée par les impacts environnementaux est la population à laquelle les élus vont rendre compte, effectivement, eh bien, on crée une dynamique systémique favorable à une diminution de l'écart entre les aspirations environnementales de la population et les politiques publiques en matière environnementale. Je suis obligé d'aller très, très vite. Évidemment, une rupture ou un dépassement du cadre constitutionnel actuel sur le plan de la capacité d'action environnementale serait optimal. C'est de soi qu'à ce moment-là, on a tous les éléments, tous les instruments normatifs et politiques qui permettent d'établir carrément une nouvelle éthique environnementale, si tel est le vœu, évidemment, de la population. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense que si on se projette dans l'avenir,
Il ne faut pas simplement demander une plus grande souveraineté environnementale pour le Québec. Il faut aussi rénover complètement notre manière, notre culture constitutionnelle et juridique en matière de protection de l'environnement. Il faudra qu'une souveraineté environnementale québécoise s'harmonise avec la souveraineté millénaire autochtone sur les territoires autochtones. Et ça, c'est un grand défi, mais ça va être un impératif. Deuxièmement, il faudra aussi encadrer cette souveraineté environnementale pour ne pas justement que ça devienne justement une source, simplement qu'on ait déplacé le mal, hein, on l'ait ramené d'Ottawa à Québec. Il faudra qu'il y ait la reconnaissance claire dans la loi fondamentale du droit de chaque Québécoise et de chaque Québécois à vivre dans un environnement sain et du droit aussi de chaque collectivité qui serait affectée de manière disproportionnée par un projet environnemental, un projet d'activité de transport énergétique ou d'extraction de ressources, ou tout autre projet ayant des effets importants sur l'environnement, eh bien, d'exiger que chaque collectivité soit consultée, qu'elle soit accommodée et qu'elle soit compensée pour tout impact ou tout fardeau environnemental disproportionné qui lui serait imposé. À mon avis, ce serait une condition élémentaire d'une nouvelle légitimité du pouvoir en ce qui concerne les aspects environnementaux au Québec. J'aurais voulu vous parler de moult autres choses, mais je pense qu'il faut vous laisser quelques minutes pour les questions. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois de vos exposés. J'ai été complètement estomaqué de la présentation de M. Robitaille, qui nous montre finalement que le pouvoir judiciaire est allié au pouvoir fédéral contre le fédéralisme. C'est avec des exemples concrets, hein, parce que des fois on le dit, mais en fait, puis surtout on évoque la Cour suprême depuis la loi de 82, mais là on est vraiment dans le partage des compétences, c'est du classique. Ma question, c'est à Patrick Taillon au sujet des deux renvois de la Cour suprême autour du rapatriement. Il me semble qu'il y a une inconsistance dans le deuxième jugement, celui qui a été fait à l'initiative de la demande du Québec pour faire reconnaître un droit de veto. Il me semble que dans le premier renvoi, celui qui a été institué par 3-4 provinces, au sujet de rapatriement unilatéral, le rapatriement unilatéral étant le fédéral tout seul qui demande à Londres de changer la Constitution. Alors, on a réussi à bloquer ça, et la Cour suprême a dit, c'est légal, puisque le pouvoir constituant, c'est le Parlement britannique. C'est inconstitutionnel parce qu'il existe une convention qui nécessite un degré appréciable de consentement des provinces. Et que donc, la convention l'emporte sur le pouvoir, sur la règle de droit. Pas l'emporte, c'est-à-dire elle est à juger, en fait, en même temps. Sauf que, ultimement, la règle de droit l'emporte. Bon, on se comprend. Mais là, en 82, la Cour suprême dit, même s'il y avait eu une convention, c'est la règle de droit qui l'emporte. Et la règle de droit, c'est l'existence d'une formule d'amendement qui a été adoptée en 82. Or, le Québec ne posait pas la question au sujet de qu'en est-il aujourd'hui, mais qu'en était-il en novembre 81? Alors, ça n'a juste pas de sens, là. Il me semble qu'il y a une erreur, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a frappé pendant la présentation de Patrick Taillon. Merci à vous tous pour vos deux excellents exposés stimulants. J'aurais en fait une question pour chacun de vous. Première, d'abord à David Robitaille et Ghislain Otis. Dans les schémas classiques où on présente le partage des compétences, on fait souvent apparaître effectivement les municipalités. On prend soin, comme vous l'avez dit, de dire que les municipalités sont les créatures des États provinciaux. Mais on ne fait jamais apparaître la notion d'entreprise fédérale. Parce qu'on fonctionne avec une catégorie qui dit que les entreprises fédérales, c'est donc une corporation privée. Donc, on ne la voit pas comme quelque chose d'autre. Dicey, qui est un grand juriste anglais du 19e siècle, écrit un livre fameux, The Law of Constitution. Il y a un chapitre qui est fascinant, qui traite des subordinate legislative bodies, les corps législatifs subordonnés au Parlement de Londres. Et ce qui est intéressant, c'est voir qu'est-ce qu'il met dedans. Alors, bien sûr, il y a les villes, mais il y a les compagnies de chemin de fer.
Et quand on y pense, c'est pas fou. Une compagnie de chemin de fer, pour les Britanniques, c'est l'équivalent d'un pouvoir local qui a des activités économiques d'exploitation, mais auquel le Parlement délègue une partie de son pouvoir législatif et d'expropriation. Lisez les lois qui régissent les compagnies de chemin de fer au Canada, ils ont une puissance d'expropriation inouïe. C'est vraiment une délégation du pouvoir souverain fédéral vers des créatures. Les entreprises fédérales sont des créatures du Parlement fédéral, comme les municipalités sont des créatures des législatures. Alors, il y a peut-être une symétrie qu'on a complètement oubliée, mais quand on voit comment les juristes pensent les entreprises privées, pour eux, ça peut être aussi des corps législatifs subordonnés. Et alors, je me demande si on n'est pas, dans les analyses constitutionnelles, un peu prisonnier du fait qu'on continue à les voir comme des entreprises. Est-ce qu'on n'aurait pas avantage à les voir autrement? Autre question. J'ai écouté donc avec délice Patrick, et tu as évoqué la question qui pour moi est fondamentale, que bon, il y a une traduction française des textes constitutionnels qui existent, on l'utilise, on ne se pose pas trop de questions. Vous l'enseignez dans vos cours, les juges citent cette fameuse version française. D'où vient-elle? Pourquoi s'impose-t-elle à nous? Autre question, quelle est sa valeur juridique? Lorsqu'on fait parler en français la Constitution du 167, est-ce qu'on parle pour rien dire? Est-ce qu'on parle dans une langue valide? Et quel est le statut de ces mots qu'on expose dans les jugements et dans nos cours? Alors, c'est une première question. Et peut-être, on pourrait se poser la question, est-ce que ça s'est imposé par la force de la coutume? Donc, on aurait créé autour de cette version française qui circule une coutume? Ou est-ce qu'il n'y a aucun fondement juridique, donc on nage dans la fiction? Par ailleurs, comme vous le savez, en théorie, la loi de 82 prévoit qu'on doit préparer une version officielle française. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, il y a même un comité qui s'est réuni autour du Parlement, ils ont déposé leur rapport. On n'en parle presque jamais, ça n'intéresse pas grand monde. Mais quand on y pense, je ne pense pas que la loi de 82 nous a fait beaucoup de cadeaux. Mais comme elle prévoit qu'il faut prévoir une version française, ça veut dire qu'il y a un pouvoir constituant qui n'a pas été encore exercé vis-à-vis de tous les textes d'avant 82. C'est ça la conséquence. C'est-à-dire que 82 a créé un nouveau pouvoir constituant à l'égard de tous les textes qui ont été adoptés avant. Et il reste à l'exercer. Mais pour l'instant, il n'a pas été exercé. Alors là, la grande question, c'est qu'est-ce que traduire? Est-ce que traduire la loi du 167, ça veut dire trouver l'équivalent de l'anglais victorien? Dans ce cas-là, ça serait le français de Napoléon III. Ou alors, on traduit dans le langage de la langue française contemporaine. En joie. Dans la langue française contemporaine, le texte. Et dans ce cas-là, si on doit le traduire dans la langue française contemporaine, est-ce que ça veut dire qu'il faut traduire province par province? Est-ce que ça veut dire qu'il faut traduire property and civil rights par propriété et le droit civil ou propriété et les droits civils? Ça ne veut pas dire la même chose. Est-ce que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, Terre-Neuve entre into confederation, est-ce qu'on doit le traduire par union fédérale, ce que fait la traduction qui a été déposée au Parlement? Donc, on gomme la différence entre les textes anglais, ou est-ce qu'au contraire, on la maintient? Ça fait partie de l'acte de traduction, tout ça. Et est-ce que la traduction contemporaine veut dire aussi que, par exemple, on rectifie les désuétudes dont tu parles? Est-ce que, par exemple, dans une version contemporaine française, il faut continuer de parler du Parlement du Royaume-Uni d'Irlande? Est-ce qu'on devrait, au nom d'une saine traduction, corriger les désuétudes? Ça fait partie de la question. Comment traduire? Et je m'étonne que ça n'a jamais été fait. Et d'une certaine façon, qu'est-ce qui empêcherait un groupe de professeurs de droit, ou même des juristes, peu importe leur état, de se réunir? Et nous, puisque de toute façon, personne ne nous dit qui doit la faire, cette version-là, on en fait une. On fait un travail collectif qui consiste à faire une version française. Puis il faudra bien sûr répondre à la question fondamentale.
Est-ce qu'on traduit dans l'équivalent de l'anglais victorien en français ou dans le français contemporain? Et bon, je vous laisse répondre, je n'ai pas la réponse, mais je suis étonné que ça n'intéresse pas grand monde. Puis en même temps, il faut se poser une question. Quel est ce statut du français qui circule comme ça, là, dans les cours, dans les jugements, dans les déclarations politiques? Est-ce que c'est une langue qui a une valeur? Si oui, sur quoi? Et est-ce qu'on est limité parce que des légistes du ministère de la Justice à Ottawa ont fait? Bon, Alors, merci beaucoup aux trois conférenciers. Je suis Noura Karazivan, professeure à l'Université de Montréal. Alors, j'ai une question pour chacun de vous. Pour Patrick, sur la désuétude, si on regarde la formule d'amendement, la partie 5 de la loi de 82, il y a beaucoup d'auteurs qui considèrent qu'elle est jeune, mais elle a déjà atteint un état de désuétude. Est-ce qu'on n'est pas condamné à une certaine forme de désuétude au Canada par rapport à notre relation au texte, étant donné qu'on a un parlementarisme britannique institutionnalisé où on n'a pas besoin vraiment d'un texte? Et cette tendance à vouloir soit revamper l'ancien ou adopter par écrit un texte, 1982, qui visait entièrement, partiellement, à tout le moins la partie 5, à pallier certaines des lacunes de la loi de 1867. Donc, c'est un rapport au texte qu'on a au Canada versus la tradition britannique où le texte est moins essentiel. Et pour ce qui est de l'environnement, je vous remercie beaucoup de votre présentation à tous les deux. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je voulais vous demander si, selon vous, à tout le moins pour ce qui est de l'aéronautique, une part du problème, et peut-être des matières environnementales qui découlent de la compétence résiduaire, le POG, la paix, ordre et bon gouvernement, si une part du problème ne vient pas du fait que pour pouvoir se qualifier comme une matière résiduaire, il faut avoir cette indivisibilité qui avait été reconnue par le juge Betts dans le renvoi anti-inflation. Et à partir du moment où on dit qu'une matière est indivisible, comment ensuite arriver à qualifier certains aspects de cette matière-là comme ne faisant pas partie de son cœur? Donc, le juge de la Cour supérieure dans Leclerc, ville de Lévis, avait ce problème-là. Tout faisait partie du cœur de la compétence sur l'aéronautique. Même une école de parachutistes qui est complètement déconnectée des impératifs de sécurité aérienne. Donc, cette idée que le cœur va prendre des expansions en matière environnementale, on n'arrivait pas à trouver qu'est-ce qui fait réellement partie de cette partie de la compétence fédérale à laquelle on devrait, en théorie, pas toucher, qu'on ne devrait pas entraver. Donc, voilà. Merci. Est-ce que de vous commenter? Bon, oui, un peu toutes les questions, il prend toutes. Ben, en l'inverse, on a fini sur l'environnement, allons-y sur l'environnement. Oui, d'accord. Puis allez-y. Il y a pas mal plus de questions pour vous, là. Allez, David. Vous y allez, vous n'avez pas parlé beaucoup. Oh, ben, On va tous dire un petit mot, puis... ça fait 2 jours qu'il me voit la gueule, là. Vous êtes assez jolie quand même, comme nous. Comme vous êtes. Je vais essayer d'être très court pour laisser la parole à mes collègues. Sur ce que M. Chevrier a dit, vous avez raison. Je pense que ce sont effectivement des subordinate legislators, mais moi, je pense que ça, c'est problématique. C'est hautement problématique sur le plan démocratique que des entreprises puissent dicter les règles du jeu sur le territoire local, alors que les citoyens doivent se battre bec et ongle pour se faire respecter. Il y a 2 poids, 2 mesures pour les citoyens. Depuis quelques années, on a vu des associations comme le RHVQ, plein d'associations de citoyens qui ont pris naissance parce que finalement, ils ont revendiqué la légitimité de leur occupation du territoire, ce qui ne leur était pas reconnu par Ottawa, à mon point de vue. Donc, que des entreprises aient prépondérance ou puissent être des législateurs sur le territoire local, pour moi, c'est hautement problématique. Il y a des travaux là-dessus que je n'ai pas regardé attentivement encore, mais qui parlent de regulatory capture. Quand les entreprises, finalement, se sont appropriées l'appareil législatif, il y a beaucoup de travaux là-dessus en ce moment. Puis en ce qui concerne ce qu'a dit la professeure Karazivan,
Je pense que lorsqu'on a, je peux me tromper, mais à mon avis, lorsqu'on a parlé d'indivisibilité, ça fait très longtemps. Je pense que le droit constitutionnel a évolué. La difficulté, c'est que souvent, on va, je trouve, bien personnellement, qu'on va soumettre souvent devant des juges, j'ai vu ça, des précédents très vieux qui consacrent des principes qui ne sont plus en phase avec la jurisprudence actuelle. Puis ça fait comme une forme de fouillis, puis les juges en prennent un peu là, en prennent ici, puis finalement, je trouve qu'on manque d'analyse un peu chronologique des choses. Et donc, en matière d'aviation, c'est vrai que les tribunaux ont dit il y a très longtemps que c'était indivisible, mais c'était dans un tout autre contexte. C'était dans le contexte où le Canada devait, on a reconnu avec POG, le PA du bon gouvernement, le pouvoir fédéral sur l'aéronautique et l'aviation, parce que le fédéral devait mettre en œuvre au Canada le respect d'une convention internationale qu'on venait de signer. Mais on était bien loin de la pullulation des aérodromes privés d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans l'affaire de Lévis, le juge dit « Ah, c'est indivisible, mais dans l'affaire de Lévis, le juge, j'ai fait quelque chose là-dessus, le juge s'appuie longuement, à plusieurs reprises, sur le fait que le Parlement fédéral a décidé telle chose pour interpréter la compétence fédérale. Puis on en est rendu à dire, comme vous avez mentionné, que le parachutisme, il n'y a pas de parachute dans 80 combien de pourcents des avions, mais dans la plupart des avions, il n'y a pas de parachute. Et le juge a dit, bien, le parachute, c'est absolument essentiel à l'aéronautique. Alors, on est rendu loin, là, je trouve. Voyons, c'est très juridique, hein, ces trucs-là, après-midi, hein, vous ne trouvez pas? C'est vraiment, là, on est 3 avocats, 3 constitutionnalistes, puis on soupèse on est en train de peser des œufs d'araignée, là, hein? Mais ce qui arrive, c'est que ce que les juges utilisent, les mots, en droit, vous vous en rendez compte, hein? Les mots sont utilisés pour obtenir des résultats politiques. On donne le mot, c'est un contenant, c'est comme une bouteille vide. Puis c'est un bon juge, là, qui est nommé par Ottawa, qui a le rôle de mettre le contenu qu'il veut dans la bouteille. Hein? Selon ce que lui estime être une bonne ou moins bonne vision de comment ce pays-là devrait fonctionner. Hein? C'est à peu près ça. Donc, mais je vais répondre à Marc en ce qui concerne le statut. Je dirais, d'objets juridiques non identifiés des entreprises privées dans la tradition des entreprises dans la tradition britannique. Il ne faudra pas oublier qu'il y a un territoire qui était plus grand que la moitié du territoire actuel du Canada, qui était gouverné par une compagnie privée. La compagnie de la baie d'Hudson a une charte de compagnie commerciale. C'est une entreprise capitaliste. Vraiment, c'est une des plus grandes entreprises capitalistes, là, une des plus anciennes grandes entreprises capitalistes transnationales, dans le fond, hein, la baie d'Hudson. C'est une compagnie privée, mais dans sa charte, on a mis des clauses comme quoi la baie d'Hudson gouvernait aussi. Elle faisait des lois sur le territoire. Hein. Et puis, dans le droit anglais, là, dans la tradition britannique, une dichotomie, une distinction qui pour nous est sacro-sainte pour les gens qui sont formés en droit civil au Québec, c'est la distinction entre le privé, l'action privée, puis l'action publique, l'action gouvernementale. En anglais, dans la tradition de Common Law, ça n'existe pas, ça. Donc, est-ce qu'une compagnie privée, c'est une entité publique, étatique, gouvernementale ou privée? En fait, c'est une question de civilistes ou de Français ou de continentaux, d'Européens. C'est, à mon avis, voilà. Je voulais, tant qu'à faire des dentelles philosophiques après-midi, hein, on va en faire. OK. Je pense que Madame, c'est Karazani, hein, c'est ça? Karazina. Si ce que vous vouliez dire, c'est vain de chercher à distinguer le cœur des marges de la compétence comme instrument fiable, rationnel, prévisible, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, dans une affaire, moi, où j'ai plaidé, il s'agissait, pour une municipalité, simplement de s'assurer qu'en dessous d'une piste d'aérodrome, là, sur le substrat, en dessous de la piste, on ne mette pas des déchets qui contiennent des substances toxiques. On contrôlait en rien la structure de la piste, la largeur de la piste, la longueur de la piste. C'était uniquement pour s'assurer qu'en dessous de la piste, on ne mettrait pas de la merde. Hein, qui viendrait polluer les ruisseaux puis les nappes phréatiques. C'est tout. Ça n'avait rien à voir avec l'aéronautique. Mais on s'est fait dire non, c'est fédéral. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a
à peu près pas d'espoir du côté d'une rationalisation par les juges de leur propre doctrine. Je pense qu'il faut faire un ménage. Il faut faire un grand ménage, mais ça paraît tellement utopique, hein? Juste de le dire, là, il faut un changement constitutionnel. On a le goût de ravaler tout ça, tellement ça paraît complètement utopique. Mais c'est triste de dire ça, il me semble. Oui, et sur le partage, il y a souvent une tendance à... On dirait que les règles de partage s'acclimatent au secteur d'activité. Donc, dans l'aéronautique, moi, j'ai une perception où là, la compétence fédérale est blindée. Et quand on change de secteur, des fois, c'est un peu moins pire. Donc, il y a comme... C'est pour être les mêmes règles d'interprétation, mais elles varient selon le domaine. En ordre inverse, que les questions ont été soumises. Noura a parlé du caractère déjà désuet de la partie 5, donc de la formule d'amendement 1982. Je crois pas que c'est désuet, ça l'était même au départ. Donc, je crois que ça n'a pas eu le temps de se dégrader. Je m'explique. Notre collègue, je crois que c'est Sébastien Gramont de l'Université d'Ottawa qui a déjà plaidé dans un des deux avis de 2014, soit Nadon ou soit le Sénat. Il a plaidé bien droit dans ses bottes, devant la Cour suprême, le caractère approximatif de la partie 5. C'est comme s'ils disaient, écoutez, ça a été négocié un peu vite, là, puis c'est normal, il y a des petites incohérences, il faut en tenir compte dans l'interprétation. Je suis entièrement d'accord, ça a été fait comme ça a été fait, et entre autres, l'énumération de ce qui est supposé faire partie de la Constitution à l'article 52, ça marche pas, c'est évident. Bon. Sur la langue, il me semble, pour répondre à la question de Marc, mais qui était déjà... c'est difficile d'ajouter un commentaire aussi bien formulé, mais je dirais qu'il y a probablement une distinction à faire entre la traduction officielle, celle qui aurait vocation à être adoptée un jour. Il me semble que si on est pour adopter quelque chose, probablement qu'on aurait tendance à non seulement traduire, mais actualiser, toiletter, arranger, bon. Et l'autre exercice qui me semble plus à portée de main, celui de dire la traduction qui a été faite par le ministère fédéral de la Justice n'est peut-être pas la seule. Faisons-en une entre universitaires, peut-être des fonctionnaires, peu importe. Amenons une traduction concurrente. J'ai un doctorant qui m'a déjà soumis que probablement qu'il existe dans de vieux jugements, par le jeu de traduction, de disposition, d'autres traductions parcellaires, qu'on pourrait déjà recenser comme étant déjà un point de départ. Mais bref, le langage a une force. Si on décide que province, ça s'appelle État membre de la fédération, ça dit déjà... Ça dit la même chose. C'est comme appeler un premier ministre, ou l'appeler premier. Tu sais. Et derrière les mots... Chef de l'exécutif. Oui, derrière les mots, il y a une réalité. Et sur la question de Michel, là, sur le renvoi de 1982, là, je dois être honnête. Moi, l'extrait que j'ai cité aujourd'hui, c'est quand même un petit obitaire, un petit peu marginalisé. L'essentiel de la décision de la Cour suprême en 1982, c'est de dire qu'en 1981, il n'y en existait pas de convention, selon elle. Puis elle prend l'élément subjectif, c'est-à-dire le sentiment des acteurs d'être liés par la pratique. Elle dit, j'ai pas assez de preuves. Tout le reste, elle dit, il y a une convention, il y a assez de précédents, il y a une raison d'être, mais sur la preuve que les acteurs politiques se sentaient liés, elle dit, j'en ai pas assez de preuves. Mais le petit passage que je vous ai cité, c'est comme sa façon de dire, et de toute façon, même si j'avais tort, qu'est-ce qui serait produit? Et au fond, en 82, la Cour, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix de décider ça. Il y a un fait accompli, il y a une norme, il y a du droit dur qui a été adopté. Admettons que c'est contraire aux conventions. Sa décision serait donc de dire qu'il y a maintenant une nouvelle constitution au Canada, qu'elle a été adoptée légalement. Son adoption respecte l'article 4 du statut de Westminster. Elle est donc en vigueur juridiquement, mais que sur les plans des conventions constitutionnelles, elle viole nos usages. Donc, ça n'aurait rien changé. Ça aurait seulement ajouté une tâche d'illégitimité. Ça aurait été un baume sur le cœur des Québécois et des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. Mais au fond, ça n'aurait pas pu freiner le coup de force de 82. C'est ce qui montre que des conventions, ça marche tant que les gens veulent jouer le jeu. Et le jour où quelqu'un dit « moi, je ne joue plus ce jeu-là », ce qu'on a de plus précieux, la démocratie parlementaire, le gouvernement responsable, les relations entre le fédéral et les provinces, reposent sur des règles que le jour où on ne veut plus les respecter, on n'a pas de moyens pour se défendre. Et ça, moi, je trouve ça inquiétant. Merci infiniment.